Bonjour, bonjour. Désolé, hier, finalement, encore des imprévus. J'ai pas pu revenir hier. Mais c'est ça, on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais continuer comme hier, l'authentificateur, les légales, puis la petite application que j'ai commencé à faire dimanche passé à temps perdu pour le marché du Forex. Donc, je vais lire le petit disclaimer avant de commencer. Petit avertissement avant qu'on commence, tout ce qui est présenté ici est offert à des fins éducatives, informatives et parfois, souvent, expérimentales. Je ne suis pas ton conseiller financier, ton comptable, ton fiscaliste, ton avocat, ni le petit ange sur ton épaule qui va t'empêcher d'acheter une crypto douteuse à 3 heures du matin. Je ne donne aucune recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'investissement. Je partage des analyses, des méthodes, des opinions, des expériences et des prises de réflexion pour t'aider à mieux comprendre les marchés et à développer ton propre jugement. Les marchés financiers, les crypto-monnaies et les produits à effet de levier comportent des risques réels. Tu peux gagner de l'argent, mais tu peux aussi en perdre une partie et malheureusement la totalité. Fais tes propres recherches, vérifie les informations, comprends ce que tu fais et consulte un professionnel qualifié. Pour l'AMF, ça veut dire quelqu'un qui a un papier, un diplôme, lorsque ta situation l'exige. Quelqu'un qui a de l'expérience, c'est pas un professionnel. Bref, ton argent, tes décisions, tes risques, tes résultats. Moi, je suis ici pour expliquer le game, pas pour le jouer à ta place. Ceci étant dit, petit résumé de comment je travaille. Je le dis à toutes les fois, mais c'est important. Je suis sur Kubuntu, la version KDE de Ubuntu, 24 quelque chose, c'est écrit dans, dans l'introduction. J'ai plusieurs bureaux. J'ai le bureau Twitch, où c'est que je gère mon Twitch. Je cache pas ce que les gens disent, puis je cache pas mes écrans à rien. C'est vraiment, tout est là. By the way, mes écrans, c'est deux écrans 29 pouces ultra wide LG. Donc la résolution est très haute. C'est pour ça que je lis pas mal tout ce que je fais. Puis j'essaie de dire tout ce que je pense pour éviter à ceux qui sont sur des téléphones de pas rien voir parce que c'est trop petit. Donc j'ai un bureau qui est root, que je vais fermer mon Messenger. J'ai mon Facebook personnel, j'ai mon petit jeu Torn que je joue quand j'ai rien à faire. Puis la chaîne YouTube que hier justement j'ai oublié d'envoyer le live dessus. On va le faire un petit peu plus tard, mais je vais quand même ouvrir ça parce que sinon je vais l'oublier. On va fermer ça ici. Vidéo, stream. Ah, c'est celui que je suis en train de faire. C'est celui d'hier, je ne l'ai pas mis. C'est celui du 16 qui est là, donc c'est de la semaine passée. Fait que c'est ça. Tous mes lives sont sur YouTube. Vous allez les voir. Il y a quand même beaucoup d'heures de traitement. Je garde des vidéos dans le fond comme archives. Puis tant qu'à avoir des archives, ben, je me suis dit je vais les mettre sur YouTube. Comme ça, les gens vont pouvoir regarder en même temps comment je travaille avec l'IA. Ici, on a 4 heures, 1 heure et demie, une demi-heure, 1 heure et demie, 1 heure, 49 minutes. Puis lui, c'est deux fois la même chose. Une fois, j'en enlève un, justement. Lui, c'est 1 heure 20, 3 heures, 2 heures, 2 heures et demie, 2 heures 40, 2h37, 1h34, 6 heures et demie, 2 heures et quart, 5 heures. Bref, tout est là. J'ai un bureau Dev 1, c'est lui que je travaille, l'authentificateur. Dans le fait, c'est plus le back-office que l'authentificateur. Je suis rendu pas mal là, je suis dans le billing. Puis après le billing, je pense qu'on va pas mal terminer. Ouais, c'est ça, on va intégrer les plateformes. C'est plus le back-office que le haut. Le haut, il est terminé en tant que tel. C'est réglé. Il reste bon la révision de sécurité après, mais pas mal tout est fait. La façon que je fonctionne quand je programme, ben, en haut, j'ai mon Visual Studio Code. J'ai Codex et Cloud Code. J'utilise les deux. J'ai entraîné, dans le fond, je travaille avec ChatGPT. Je parle avec lui, je réfléchis avec lui, puis lui, c'est comme mon head coder. Dans le fond, je dis ce que je veux, puis lui, il dit aux IA qu'est-ce qu'il faut que l'autre fasse. Puis il choisit, dans le fond, ce qui est le plus optimisé côté complexité et coût. Comme ça, ben, on est capable d'alterner d'un à l'autre, puis ça va bien. Dans le fond, il me recommande toujours l'intelligence artificielle qui est pour la tâche, la version, le niveau de reasoning, c'est voyons, sa capacité de réflexion. C'est plus
plus qu'il est élevé, plus qu'il va réfléchir. Puis, ben, c'est ça, il m'écrit le prompt, je prends le prompt, puis je le donne à l'IA en haut, qui est directement dans mon projet. Euh, Puis, ben, c'est ça, il code direct. Un coup qu'il est terminé, bon, il demande toujours un rapport. On a un rapport, je prends le rapport, je le donne à lui, puis là, bon, on continue. Euh, Dans le fond, lui, quand il a terminé, il push toujours sur GitHub. Il joue avec les issues. Fait que c'est comme ça qu'on a un plan de travail, puis qu'on est capable d'avancer sans rien oublier, puis que ça va bien. Parce que si tu fais pas ça, souvent l'IA, il va oublier des trucs. Dans Dev 2, j'ai tout le légal que je travaille avec lui. Il reste juste comme deux étapes à faire. Écrire le code dans le fond. Legal Privacy and Compliance. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est parce que bon, on joue avec des données sensibles, données financières aussi. Il va y avoir de l'achat sur le site. Donc, c'est toutes des choses que j'ai besoin de gérer. Euh, Éventuellement, on va peut-être recommencer le money management, donc ça prend aussi bon, des disclaimers pour ça, puis tout ça. Il va y avoir des barrières selon ce que les gens veulent faire par rapport à un KYC aussi. Un peu comme la crypto, ceux qui sont familiers avec la crypto, là, des fois ils demandent des KYC pour débarrer telle affaire. Ça, dans le fond, c'est pas parce que je veux ça, c'est parce que la loi l'exige. Mais tout ce que je peux faire en anonyme va être là. Ça, il n'y a pas de stress. Mais il y a des choses, j'ai pas le choix de demander à KYC. Fait que, c'est ça. Fait que pour ça, je travaillais plus avec Claude. Là, avec lui, il aimait beaucoup travailler avec Claude. Fait que c'est pour ça que c'est Claude qui est ouvert. Dans Dev 3, présentement, il n'y a rien. Puis dans Others, ben, ça, c'est une plateforme que j'ai commencé dimanche passé. À 7h le soir, à 10h, c'est déjà en ligne. Il n'y avait pas un back-office comme ça, c'était vraiment juste en console. Mais au courant de la semaine, ben, j'ai rajouté dans le fond justement le dashboard. J'ai mes contrôles vus d'ensemble, les plans. Ça, c'est pour mettre tout en base de données l'information. Présentement, j'ai 53 millions de chandelles. C'est sur les marchés financiers, sur le Forex. Là. Si jamais, je l'ai dit dans l'autre d'avant, mais là, je n'ai pas parlé. Fait qu'en bas, j'ai un MT5 qui roule, qui est connecté via MCP sur le script en arrière, c'est du Python. Puis il communique dans le fond avec le MT5, fait qu'il est capable de prendre les positions, d'aller chercher l'information du marché, puis tout ça, en quasi temps réel. Le market, présentement, j'ai 53 millions de chandelles, c'est 6.3 gigs. Puis j'ai le double, dans le fond, en information d'analyse par-dessus le 6.3 G. On a Strategy Lab, qui est toute la stratégie, dans le fond, que je suis en train de développer, qui est quand même assez longue. Il reste encore une ou deux étapes ici à rajouter. Après ça, on va pouvoir mettre tout le data en ligne. Ça, c'est la console log, là, c'est pour le débugger si jamais il y a des affaires. Il me dit, va à telle place, va me chercher les infos, puis j'y donne, puis il est capable de le débugger. Celui-là, je fonctionne un peu différemment des autres. Je fais juste celui qui parlait dans le chat, puis il me donne les fichiers directement ici, parce que je l'avais commencé de même pour le fun. J'avais un peu de temps libre, puis finalement, ben, en 4 jours, c'est devenu une console de gestion de trading. Fait que, c'est ça, je suis un gars de même, qu'est-ce que tu veux. On commence une petite affaire, puis ça finit gros. Ça va être intégré dans Bruce éventuellement. C'est juste que là, je l'ai comme développé à part. Mais tout le code il est réutilisable là, pour l'envoyer dans Bruce puis faire de l'analyse après. Là. On va s'en servir. Fait que c'est ça. Là, on va continuer où j'ai arrêté hier. Mon gars il est venu me rendre visite, fait que j'avais arrêté. Après ça, ben, j'ai soupé, puis après souper, ben, je suis parti. Je pensais revenir en soirée, mais c'est ça, j'ai pas pu. Donc, hier, on avait terminé la 96 ici. La dernière issue back-end pour le billing. Fait que là, on va pouvoir commencer probablement le front-end. Euh, Ça, c'est le document qui manquait. 96, ouais, c'est ça. On va lui donner le résumé de tout ça. Oups. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce qu'il m'avait dit après. C'est ça. Il y avait pas. Il manquait un document pour. C'est ici, là, j'ai envoyé.
Le document ici, c'est les références du point de vue légal. Je sais pas pourquoi il y avait besoin de ça, mais ça c'est Entity Routing for Checkout and Commercial. Ok, n'importe. Je vais lui donner ça, il va pouvoir clore, déjà fermé, mais ça. Ici, on parlait justement qu'est-ce que j'allais faire avec la compagnie. Donc, il me dit oui, au fédéral, tu peux incorporer avec un nom anglais seulement. Corporation Canada l'autorise explicitement, par exemple, bon, peut être un nom fédéral valide si la recherche de nom l'accepte. Mais le Québec ajoute sa propre couche. Ta société fédérale s'immatricule au Québec et que ses statuts n'ont pas de version française du nom. Le registraire demande que tu déclares un autre nom conforme à la charte de la langue française utilisée au Québec. Un style de merde. Donc, tu pourrais avoir quelque chose du genre nom juridique fédéral et un nom français déclaré au Québec à déterminer. Le guide actuel du registre est assez explicite là-dessus. Donc, oui, fédéral te donne plus de latitude pour le nom anglais, mais ça ne fait pas disparaître les obligations linguistiques québécoises. Nous sommes donc fiers de notre français. Pourtant, PTPMA, c'est plus intéressant. Le simple fait qu'une société indonésienne porte déjà ce nom ne bloque pas automatiquement une société canadienne du même groupe. Le fédéral cherche surtout les conflits avec des noms d'entreprises et marques utilisés au Canada. Et sa propre politique prévoit justement le cas d'une société étrangère liée portant un nom similaire. Si cette société étrangère est connue ou exerce des activités au Canada, Corporation Canada peut demander un consentement et parfois un qualificatif comme Canada ou Off Canada. Si elle n'est ni connue ni active au Canada, le consentement n'est normalement pas requis selon leur politique. Ah, ok, comme genre Craft Canada, exemple. Donc ton PTPMA n'est pas nécessairement un obstacle, au contraire, le fait que tu contrôles les deux aide à expliquer la relation s'il pose des questions. Mais il faut être capable de documenter ça. Acte constitutif PTPMA, bon, il est en indonésien. Preuve que tu as autorité sur la société, éventuellement une résolution lettre de consentement si Corporation Canada la demande. Est-ce que tu racontes avec Et ce que tu racontes avec MSIG au Québec ne me surprend pas du tout. Le registraire examine aussi les noms déjà déclarés et les risques d'identité confusion. Un acronyme peut attirer l'attention s'il semble appartenir à une autre entité étrangère ou s'il y a déjà quelque chose de similaire dans le registre. Ah, bon. Dans ton cas, je ferais quelque chose d'un peu plus stratégique plutôt que de se battre avec eux après coup. Nom fédéral visé, bon, MSIG, marque acronyme MSIG, PTPMA, tatata. Puis on prépare dès le début une preuve que les deux sociétés sont liées et sous contrôle commun. Comme ça, si le fédéral ou le Québec demande pourquoi vous utilisez le nom alors qu'il y a des compagnies étrangères qui existent déjà, la réponse est simple, ce n'est pas un tiers, c'est une société affiliée du même groupe. J'ai vérifié aussi avant l'incorporation. Vérifierai aussi avant l'incorporation s'il existe déjà au Canada une société ou une marque, Money Smart Investment, je ne penserais pas, ou une variante trop proche. C'est ça qui pourrait réellement nous forcer à ajuster le nom, davantage que ton PTPMA. Bon, lui, je ne changera pas, je l'ai. Donc, pour avancer, je noterai provisoirement Canada Entity Direction. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Dans le fond, ouais, il fait juste. J'ai oublié de lire. Canada Entity Direction, c'est Fédéral Corporation plus Québec Registration. Le nom légal qu'on va viser, c'est Money Smart Investment Group Inc. Existing Affiliate Foreign Entities, c'est le PTPMA que j'ai en Indonésie. Relationship, c'est Affiliate Entities Under Command Control. Puis le nom d'opération en français à déterminer. Ça nous laisse avancer sans figer un nom français bancal maintenant. Ok, on y va pour ça. Dans le fond, lui, il va me sortir les documents légaux à faire vérifier par un avocat. On va pouvoir les mettre sur le site web. J'ai pas mis mes écouteurs. Parce que j'ai un truc qui me dit quand les gens m'écrivent. Puis, c'est ça, j'ai oublié de mettre mes écouteurs pour l'entendre. Ok. Ça parle tellement pas pareil quand j'ai des écouteurs dans les oreilles.
Bon, on revient au back-office. Donc, accepter le rapport que Codex a donné. GitHub confirme 96 close. Ouais, moi aussi, je te le confirme. Et le parent 3 toujours ouvert parce qu'on va faire le front-end. Puis des fois, on a des petits correctifs à faire dans le back-end. J'ai aussi mis le parent à jour. Le back-end billing V1 est maintenant considéré complété pour le scope prévu. Oui, ok. Avec 96 marqué terminé et le restant clairement basculé côté front-end. Le rapport Codex est bon. Il a réutilisé l'égal entity, ajouté un vrai package revision billing route, garder service entity, séparer, propager la provenance jusqu'aux achats factures, appliquer le fail close avant Stripe USDT et surtout, il n'a inventé aucune logique de taxe ou de géographie. C'est ça qu'on voulait. Le seul point restant, back-end et non bloquant, les tests de concurrence PostgreSQL existent, mais n'ont pas encore roulé faute d'environnement isolé. Ouais, ça c'est correct. Je regarde pas comme bon, ça c'est beau. Donc là, officiellement, on quitte le gros back-end et on passe au front-end. Là, on s'en va vers le 25 ici. Donc, on est rendu là. Admin Billing Package. Après ça, 28 Policies, 29 Invoice, 27 Member Billing, puis 6 Navigation et Validation Live. Parfait. Good. Ouais, désolé. Pourtant, j'ai dormi un bon 7 heures. On revient au légal. Parfait. J'ai consigné la décision dans 81. C'est le in progress ici. Oups. On va le mettre in progress. Comme ça. Fédéral, il répète ce qu'on a dit un peu. Prochain verrou que je réglerai, c'est le Governing Law Dispute Venue. Parce que ça touche directement les terms et les clauses de limitation de responsabilité. L'entité de lancement sera canadienne et matriculée au Québec. La direction la plus cohérente serait de partir sur droit du Québec plus tribunaux du Québec, avec une réserve du genre sous réserve des droits impératifs applicables aux consommateurs dans sa juridiction. Ça évite de prétendre qu'un client européen ou américain abandonne automatiquement les protections qu'on ne peut pas contractuellement écarter. Donc, ma proposition de travail serait Québec Law, Québec Court as default contractual forum, subject to mandatory local consumer law. Si ça te va, on verrouille ça aussi et on passe ensuite au pays supporté restreint. D'accord, ça me. Allez. Dans le fond, il me pose des questions pour la législation. Après ça, il va écrire les documents. Pour le back-end, ben là, c'est rendu front-end. Back-office. On va dire back-office. Parfait. 25 est déjà prêt. On va le mettre en progress. Eh bien, avec le back-end actuel, package révision immuable, durée, data driven, cycle 28 jours, schedule multiple, aucune logique de billing, reconstruite côté front-end. Les règles projet confirment aussi que le front-end doit rester un client mince du back-end, sans secret ni autorité, blablabla. Fait que là, il me dit Codex Sol, I, c'est déjà ça. On prend le prompt, on donne ça. On va changer de contexte parce que là, on s'en va dans le front-end. Follow du file instruction. Ça, c'est 25. Bon. Québec comme applicable, le prochain bloc, les pays,
C'est important parce que ça influence directement les terms, la conformité, sanctions, KYC, Stripe. Bon, blablabla. Je vais partir avec une approche simple pour le lancement. Canada supporté, États-Unis supporté, mais sous réserve de vérifications spécifiques. L'Union européenne supportée avec conformité adaptée, Royaume-Uni supporté avec conformité adaptée. Reste du monde pas automatiquement garanti. Pays sous sanctions lourdes ou risque juridique élevé bloqué. Certains pays revue manuelle KYC avant paiement ou usage sensible. Je peux maintenant faire la recherche officielle à jour et te bâtir une première matrice réaliste de pays supportés, limités, bloqués. Oui, vas-y. Je sais qu'il y a énormément de pays, mais je sais qu'il y a aussi énormément de marchés en ligne qui offrent des services à travers le monde. Donc, on peut ici densifier, je crois. Oh, qu'est-ce qu'il dit? NCG Core MD. Comment ça qu'il n'y a pas ça, c'était vieux? C'est NCG Core.md. Attends. Non, c'est pas vrai, c'est ça. Il manque encore des fichiers, mais je sais pas pourquoi. NCG Core. Il a cherché partout. Il a cherché localement, il a cherché sur Google Drive, il a cherché dans mon GitHub au complet. Mais oui, je sais que je l'ai quelque part. Écosse. C'est instruction. Ben, c'est ça. Je sais que je les ai quelque part. Ça, je sais que je l'ai. Ici. Système architecture légale. Celui-ci. La fenêtre.
SUG Core. On s'occupe pas. Je veux pas que je les trappe devant. Donc ça s'appelle l'instruction du projet SUG Core. On va être correct pour continuer. Je sais pas pourquoi il a donné des références de fichiers pour continuer. C'est où qui est de lire ça? C'est les documents instructions du projet, les documents références, l'issue 25. S'il te manque des fichiers, arrête. Je ma réponse. Donc, oui, je te propose, ça c'est pour les pays, là. Oui, je te proposerais de ne surtout pas gérer ça avec une liste manuelle de 190 pays. Mais un modèle est plutôt global par défaut, exclusion explicite, plus revue renforcée pour certaines juridictions. C'est assez proche de la façon dont Stripe fonctionne. Une entité canadienne Stripe peut vendre à des clients partout dans le monde, mais Stripe applique ensuite ses propres restrictions de sanctions, territoires à haut risque et activités réglementées. Donc, tu aurais les catégories support standard, support avec contrôle renforcé, non supporté, personne interdite. Support standard, tu aurais inscription plus paiement plus Rules Ivana selon disponibilité du produit, juridiction. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne, Suisse, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Singapour et généralement les autres juridictions non restreintes. Non. Support et des contrôles renforcés. Compte potentiellement permis, mais paiement USDT ou certaines fonctions peuvent déclencher une revue manuelle KYC ou limitation. Les pays FATF, je ne sais pas c'est quoi, sous surveillance accrue et autres juridictions présentant un risque sanction élevé. Non supporté, pas de vente, service commercial, inscription éventuellement bloquée aussi selon architecture finale. Cuba, Iran, Corée du Nord, Syrie, Crimée, ouais, Donetsk, je sais pas c'est quoi. Luhansk, je connais pas ça. Personne interdite, c'est refus indépendamment du pays. Personne entité visée par sanction applicable ou liste de parties interdites. Pour l'euro, je prendrais au minimum la liste directement compatible avec Stripe, Cuba, Iran, Corée du Nord, Syrie, ainsi que Crimée, Donetsk et Luhansk. Stripe interdit explicitement les ventes de services impliquant ce territoire, y compris certaines personnes qui y résident ou s'y trouvent. Ça ne veut pas dire que chaque pays faisant l'objet de sanctions canadiennes doit être entièrement bloqué. C'est une distinction importante. Le Canada a actuellement des régimes de sanctions concernant notamment la Russie, le Bélarus, la Chine, le Venezuela, Haïti et beaucoup d'autres. Mais plusieurs de ces régimes ciblent surtout certaines personnes, entités, transactions ou secteurs. Ils ne constituent pas nécessairement une interdiction générale de vendre un SaaS à chaque citoyen du pays. Pour les niveaux jaunes, je prendrais comme signal initial la liste grise du GAFI, mais sans bloquer automatiquement ces pays. Le GAFI lui-même précise qu'une inscription sur cette liste n'appelle pas à couper toute une catégorie de clients. Il recommande une approche fondée sur le risque. C'est toutes des choses que je connais pas, là. J'apprends. Au 19 juin 2026, elle comprend notamment Angola, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, le Cameroun,
Côte d'Ivoire. RDC, ça va être République dominicaine. Haïti, Irak, Kenya, Koweït, Laos, Liban, Monaco, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Soudan du Sud, Syrie, Venezuela, Vietnam, îles Vierges britanniques et Yémen. Le GAFI classe séparément Corée du Nord, Iran et Myanmar comme juridiction à haut risque en juin 2026. Corée du Nord, c'est ça. La Corée du Nord et l'Iran, ça tombe déjà dans notre bloc rouge. Pour le Myanmar, je mettrais revue renforcée, probablement non supportée pour USDT au lancement, plutôt qu'un blocage légal automatique tant qu'on n'a pas la validation finale. Pour la Russie et le Bélarus, je ferai aussi une catégorie spéciale. Je ne les déclarerai pas naïvement et globalement interdit, puisque le droit canadien fonctionne largement par interdiction ciblée, mais Stripe impose actuellement certaines interdictions très larges sur des services technologiques destinés à des personnes situées en Russie. Comme Ivana est clairement un service technologique d'automatisation et que MSIG utilisera Stripe, je recommande Russie égale non supporté commercialement V1 et probablement Belarus revue manuelle ou blocage par prudence opérationnelle. Sa proposition territoriale, ça serait MSIG disponible mondialement, sauf dans les juridictions explicitement restreintes. MSIG peut limiter, suspendre ou exiger une vérification supplémentaire lorsqu'une juridiction, une personne, un moyen de paiement ou une activité présente un risque juridique, réglementaire, de sanction, de fraude ou de conformité disproportionnée. Et derrière cette phrase, le backend aurait une matrice administrable. Support, review required, payment restrict, payment project restrict, blocked. C'est ça. Ça nous évite un énorme piège, ne jamais écrire dans les terms une liste figée de 190 pays. Les sanctions, les listes changent régulièrement. GAFI publie ses listes 3 fois par année et les sanctions canadiennes sont modifiées en continu. Pour le lancement, je figerai donc provisoirement comme bloc Cuba, Iran. Je lisais les deux en même temps. North Korea, Syria, en tout cas, tout qu'on a dit tantôt, et bon, la même chose pour ça. Tout le reste serait supporté par défaut sous réserve de sanctions individuelles et de limitations Stripe USDT. Ça nous donne une politique vraiment internationale sans nous tirer une balle dans le pied juridiquement. Et oui, ça ressemble beaucoup plus à la logique des gros services Internet qu'on supporte seulement 14 pays. Si cette direction te convient, je la consigne. Oui, ça me va, mais il faut prendre la liste des pays éditables, donc en variable, parce que vu que ça peut changer, je dois avoir accès à ces changements facilement. Autre chose, il faudrait aussi me donner le droit d'ajouter ou supprimer certains pays parce que les juridictions peuvent aussi changer dans le temps. On ne peut pas afficher les pays actuels comme étant une liste de vérité absolue dans le temps. Écrit 2 fois dans le temps, ouais, il va comprendre. Bon, correct, ça va encore, j'espère. Il y a 20, il y a 33 tâches à faire. Il y en a donné en hostie. On va en avoir pour crise de 9 minutes de date. Toujours personne? Donc, oui, exactement. Je viens de le consigner dans l'issue. La bonne architecture, c'est une matrice de juridiction administrable.
Les listes de sanctions providers servent de référence initiale, mais jamais de vérité éternelle. Il y en aurait quelque chose comme Support Review, bon, ce qu'on a dit tantôt, avec la possibilité pour toi d'ajouter, retirer ou reclasser un pays territoire dans le back-office. On devrait aussi conserver la raison, la source, la date des faits et un historique des changements pour pouvoir savoir quelles règles étaient actives à un moment donné. Et surtout, le statut doit pouvoir varier selon le contexte. Exemple, un pays pourrait être autorisé pour créer un compte et utiliser Ivana, mais être bloqué pour USDT ou euh, inversement avoir seulement une revue manuelle pour Bootstrap. Dans les documents légaux, on évitera donc d'écrire une ligne figée de pays. On formulera plutôt le droit de MSIG de restreindre certaines juridictions selon la loi, les sanctions, les fournisseurs de paiement ou le risque, avec renvoi à la politique courante. Ça, c'est beaucoup plus durable. Prochain verrou logique, c'est USDT. Réseau final, modèle d'adresse, confirmation, mauvais réseau, token, remboursement et screening. D'accord. Vas-y. C'est USDT, je sais pas. Je vais mettre la wallet encore. Bon, on va changer un peu au devant lui. Je m'ennuie de lui. euh, bon, je parlais de swap et tout ça. Oui, ton édition est bonne. En fait, je séparais maintenant deux choses. Observer ce qui s'est réellement passé, puis seulement ensuite valider la règle qu'on en déduit. Pour le stop loss, ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas essayons 75, 85, 1 au hasard, c'est plutôt pour les trades qui finissent par fonctionner. Jusqu'où vont-ils normalement contre nous avant de partir? Même logique après TP1. Jusqu'où ça continue, combien ça retrace depuis le meilleur prix atteint, combien reviennent au break-even, etc. À partir de là, on construit une courbe de distribution et on peut dire quelque chose comme OK, ce stop loss-là se laisse survivre 92% des mouvements qui finissent par atteindre TP1 ou après TP1, 80% atteignent encore 0.45 de reward avant un retracement de 30. Ça correspond beaucoup plus à ce que tu décris, c'est ça. Le OS garde quand même son utilité, pas pour inventer la valeur, mais pour vérifier que la constante qu'on vient d'observer sur le passé continue d'exister dans la période suivante. Donc, descriptive, statistique d'abord, validation ensuite. Ça me plaît davantage comme architecture. Et ton résultat actuel nous donne déjà un indice intéressant. Le stop loss dominant est fois 0.70, exactement la borne la plus basse de notre grille. Que c'est que ces astuces de mise à jour? Ouais, désolé. Euh, Ça veut dire qu'il ne doit surtout pas conclure que 0.70 est optimal. Ça peut simplement vouloir dire plus serré semble encore meilleur, mais on a arrêté de regarder à 0.70. C'est précisément là que l'analyse des excursions va être utile. Pour les bugs live, j'ai trouvé une vraie régression. Elle explique les deux problèmes en même temps. Dans l'autopilote, on lançait un child appelé Risk Monitor, quand on est passé à la version 1.4 avec le nouveau supervisor, ce child a été accidentellement retiré. Résultat, l'exécuteur continuait d'écrire com- les compteurs bruts. Donc, ton dashboard pouvait très bien dire position ouverte 2. Mais le composant qui enrichit Snapshot avec les vraies lignes ne roule plus. D'où exactement ton screenshot, deux positions reconnues dans le garde-fou, mais tableau position ouverte vide. Ça excite. C'était les deux là. Même cause pour le swap. C'est ce moniteur qui rafraîchit Tracer JSON toutes les 30 secondes. Il ne roulait plus, donc ton historique restait sur l'ancien 0. Même si MT5 affiche bien bon, les swaps. J'ai donc fait la 2.9 de l'autopilot. Non, 2.9 tout court. L'autopilot 1.5. Remet le moniteur comme child permanent et redémarre tout seul, c'est le crash. Le dashboard affiche maintenant explicitement
Monitor Live 1.4 ou Monitor Live absent. Donc ce genre de panne ne pourra plus passer inaperçu. Il affiche aussi combien de lignes position pending le monitor reçoit et dans l'historique combien de deal position historiques ont réellement été récupérés. Parce qu'ici, c'est ça, j'ai des plans ici qui sont actifs, mais ici je les vois pas. Ben, en fait, ils sont même pas pending, donc il ne les montrera pas non plus. Mais hier, la position USD GPY, ça était ouverte. Je la voyais dans cette top live là, il est écrit 1, puis là il y a rien. Fait que c'est un peu ça la problématique. Tu remplaces les trois fichiers, redémarre le dashboard, puis stop start l'autopilot une fois. Je fais ça comment? En tout cas, on va voir. Après une trentaine de secondes, je m'attends à voir Monitor Live 1.4, les positions pending apparaître normalement et l'historique USD CHF se reconstruit. Si le timestamp de l'historique devient frais sous Monitor 1.4, mais que le swipe reste encore à 0, là on saura que c'est pas une vieille dame. Et avec les nouveaux compteurs, on va pouvoir corriger sans deviner. Après ça, je partirai effectivement vers l'excursion PathLab. MAE avant TP1, continuation après TP1, retracement depuis le pic, distribution et percentile de paire par timeframe, par figure. Là, on va commencer à lire les mouvements plutôt qu'à simplement essayer d'épargner. Effectivement, c'est un peu plus d'activité. Prendre les fichiers. On va transférer ça là-bas. Écraser les fichiers. Ça, on va mettre ça en doc. Je confirme que j'ai pas des fichiers en doc. C'est un JSON. Executor, Butcher, Snapshot, Backfitter, Snapshot, Dashboard. On a le dashboard en double là. Puis ici. Ok, fait que là, 2.8, on peut mettre ça dans la old version. Puis là, autopilot, ici. Ensuite, on va fermer le moniteur. C'est beau. On va arrêter ça là. Puis on va démarrer la 2.9. Ouais. Il faut le fermer. C'est bon, on va le démarrer. On lance son check-up. That's it. Là, il l'a mis. Si tantôt, j'avais pas le deuxième trade, on a fait un deuxième. Là, il est là. On n'a pas plus les swaps. Je ne vois toujours pas les swaps. C'est encore à 0. By the way, on va gagner un autre truc. Deux. Après moi, il va partir quand lui il va avoir terminé ça. Le Audi, ouais. Deux trades, win rate 100%. On aime ça. Bon, c'est pas encore
Ça fait juste une semaine, là, mais 2 en 2, c'est quand même bon. C'est quoi qu'il dit là? Après ça, je partirai effectivement vers Excursion Patlab. Excursion Patlab. Non, c'est. Tu remplaces le fichier, redémarre le dashboard, puis stop start l'autopilot une fois. Ah, faut que je le stoppe. Après 30 secondes. On va voir ça. Ça fait 30 secondes. Ben, ça fonctionne pas, mon gars. On va le montrer sur le site. Je vais mettre des screenshots tantôt, désolé. Ça ici. Je vais te montrer ça, moniteur qui marche pas. C'est pas grave, il y a un peu de vert. Je peux pas dire si ça fonctionne ou pas. C'est bon. C'est ça qu'on regardait. C'était correct, ça c'était correct, ça c'est correct. Pour position ouverte, pending, lumière, rien ouvert. C'est ça. Je vais quand même lui donner un print screen. L'historique ici. Comme ça, il va voir les swaps. Il va pouvoir trouver qu'est-ce qui se passe. On m'a rendu compte, on est quasiment à 0.6, c'est quand même pas si mal. Sans être optimisé du tout. Genre, fuck all. 0.6 par semaine, c'est bon. Si c'était ça, ça serait déjà pas pire. Ça veut dire que ça serait 2% par mois. 24, 20, pas loin de 25% par année. Ça fait du sens. Mais ça va être plus que ça. Tu es quelqu'un? Non. Attends, je peux-tu faire. Oui. Ah, j'ai fait une formation en plus. Hein? Ça sera pas long, il faut que je fasse ça. Là, il faut. Pas une obligation, mais c'est ça. Ça, c'est. Je fais pas ça dessus. Ça, je pourrais faire ça. Ah, je peux pas, il faut que je fasse ça. Ça,
c'est 12 jours, c'est bon. Ça, c'est 24 jours. Attends. Ça, c'est 6 jours. Mais j'ai pas de règle encore. Ça, 18 jours. 12 jours. 18 jours. Tape. 12. 24. 6. On va aller là. Désolé. Non, c'est ça. Hacking, je l'ai pas encore parce que j'ai pas la règle. C'est triste. Shadows. Il est long, ça n'a pas de sens. On va enlever la boîte. Ouais. On revient à nos boutons légal. Oui, j'ai vérifié le backend actuel avant de décider quoi que ce soit. Il y a une bonne nouvelle, une grosse partie du choix USDT est déjà faite techniquement. Le backend a déjà figé USDT sur Tron TRC20 avec le contrat officiel. Ah, je savais pas qu'on avait un contrat. 6 décimales et un observer Tron grid en lecture seule. Le commit dit explicitement qu'on est en observation en ligne. Aucune clé privée ou fonction de signature ne doit entrer dans MSG Backend. Tether confirme actuellement que ce contrat est bien USDT officiel sur Tron. Eh ben, il est allé chercher un contrat de même. C'est ça, c'est correct. Le code fait aussi déjà la bonne distinction entre transaction vue et paiement réellement finalisé. Il vérifie la transaction via le endpoint Solidity Confirm. Tron recommande justement de baser les décisions finales sur un bloc solidifié, pas simplement sur une transaction broadcastée ou indexée. La solidification prend typiquement environ une minute. Plus qu'une minute de transaction spécifique. Donc, je figerai immédiatement ces points USDT uniquement Tron TRC20 contrat officiel Tether actuel, pas de TH, blablabla. Paiement considéré confirmé uniquement après solidification plus exécution réussie. Le MSG ne détient aucun wallet client, ne permet aucun retrait, transfert entre membres ou conversion crypto. Le MSG reçoit seulement un paiement pour ses propres services. Ce dernier point est important côté Canada. FinTrack indique actuellement qu'une entreprise qui accepte simplement un paiement pour les biens ou services qu'elle fournit elle-même est exclue de leur définition de service de paiement intermédiaire. Ça renforce notre position actuelle. Je dis deux fois ce mot-là. MSIG n'essaie pas de devenir un processeur crypto simplement parce qu'il accepte de l'USDT pour ses propres services. Ça devra quand même être validé professionnellement avant lancement, surtout si le modèle évolue. Là où il reste sur une vraie décision, c'est l'adresse de réception. Le backend est déjà conçu avec un Deposit Address Allocator. Chaque tentative de paiement reçoit une adresse retournée par un provider externe, puis MSIG mémorise l'adresse, la quote et l'allocation. Je garderai cette. Ok, je garderai cette architecture et je choisirai une adresse de dépôt distincte par paiement facture plutôt qu'une seule grosse adresse commune. Parce que c'est beaucoup plus propre pour la réconciliation. On sait que l'adresse X égale paiement Y. On évite les collisions de montants. Les deux clients qui envoient exactement 44,99 et les cas où quelqu'un paie en retard sur une ancienne facture. Ça fait du sens. Par contre, les clés privées de ces adresses ne doivent jamais être dans Django Railway.
Il faudra plus tard un wallet service allocator sécurisé capable de dériver ou fournir des adresses, tandis que MSIG Backend ne reçoit que les adresses publiques et observe les paiements. Pour les erreurs de paiement, je figerai aussi cette politique. Mauvais réseau, pas crédité automatiquement. Si quelqu'un envoie de l'USDT ERC20, Solana, etc., vers une destination non supportée, MSIG ne garantit pas la récupération. Assistance manuelle seulement si techniquement possible. Mauvais token sur Tron, pas crédité automatiquement, même si envoyé à la bonne adresse, seul le contrat officiel USDT TRC20 compte. Montant insuffisant, paiement reste incomplet, manual review, pas de bénéfice avant règlement. Montant supérieur, paiement peut être accepté, mais l'excédent ne devient pas automatiquement un solde wallet MSIG. Il passe en revue pour remboursement exceptionnel ou traitement administratif. Paiement après expiration de la quote, pas automatiquement appliqué au prix expiré, détection plus revue manuelle. Transaction suspecte, adresse sanctionnée, gel de l'activation et revue, plutôt que remboursement automatique aveugle vers l'adresse d'origine. Pour les remboursements crypto, je garderai exceptionnel et manuel, jamais un bouton withdraw et surtout, on ne rembourse pas automatiquement vers l'adresse d'envoi. Elle peut appartenir à un exchange ou ne pas être contrôlée comme une adresse de retour appropriée. Il reste ensuite deux paramètres que je rendrai administrables plutôt que juridiques et figés. Durée de code, paiement, window. Actuellement 30 minutes dans le back-end. Et règle de seuil, manuel review. Donc ma proposition finale à verrouiller est TRC20 seulement, plus adresse unique par tentative, plus finalité tronc solidifié, plus erreur crypto en manual review, plus aucun mécanisme custodial, c'est un beau mot ça, plus remboursement exceptionnel manuel. Si tu me confirmes ça, je consigne ma 81 et on s'attaque ensuite au morceau plus délicat KYC, sanction, wallet screening et à quel moment on exige quoi. Excellent. Fiche ça. C'est vraiment les bouts de plate, là, mais c'est comme ça. Compagnie, tu peux pas aller à l'aveuglette. C'est une ville, ça, l'aveuglette. Quand j'écoutais le hockey, quand j'étais petit, ils faisaient souvent des passes à l'aveuglette. C'est un nom de famille, peu importe. Bref, fait que lui, je vais regarder s'il m'a fait quelque chose. C'est toute une question, ça. Oups. Ça sera dans quoi, ça, s'il m'a fait ça? Billing? Billing. No checkout provider called wallet edition, product access grant, server routing invoice tax, or commercial policy logic runs here. That sounds billing package. Create first package. Mineral purchase semantic package returns purchaser's time. It's an automatic renewable recurring provider subscription damage or automatic billing. Exactement. Ça vaut ça. On va faire un chew, ça sera pas long. Peser sur 8. Create package. Package code.
appeler Bruce. Hyphen, c'est quoi hyphen? Lowercase letter, digit, and hyphens. Hyphen, c'est. Je me souviens plus. Tiré, je pense. Bruce. Basic. C'est original. Okay. Administration reason test. Backend reject this configuration. Package require an active revision before it can be enabled. Create a draft. Package name. Ah, ok. Ils sont là les infos. Plus basic. Ah, c'est une livraison qui arrive. Si c'est ce que je pense, je vais être heureux. Description to determine service model fix service term duration 1 ceci 1 week 1 MSIG cycle 1. Ah, ok, on a en chiffres ici, puis on a ok, en jours, en semaine, en 28 jours. Ah, c'est cool. Price 9,99 mettons. Create draft revision. Publish revision. Test. Publish. V1 active. Ah, c'est que ça, tu peux changer les trucs. Ok, c'est cool. On peut retirer la révision. On peut pas l'ajouter. Ah oui, create draft. On peut l'envoyer sur le site des autres. Fait que là, je peux faire enable package, test. Il est enable. Malade. Je vais vous montrer ça. Ça ici. Ça. Ça ici que je peux sortir en bas. These will define package inclusion only. To never grant product access directly to a member. No product or feature at the time configure. Credit skill. Ah, ça c'est les crédits. Ajouter des crédits. Justement, les crédits, j'ai pas vu ça.
pas les crédits. Ça ici, on va lui montrer ça, il va être content. Ah, non. Non. Ça ici, c'est beau. Et ajouter ça, ça, ça. Create draft. Ah, ça c'est cool. Il ne donne pas accès au scroll de fichier. En tout cas, on va y prendre la même. Dans 15 après ça pendant une demi-heure. Ça ici. C'est parce que là, je vais lui montrer que j'ai pas accès au token. Pas au token, mais. Ouais, au token. Ok. C'est bon. Ça sonne bien, mais je ne vois pas vraiment l'endroit où je peux ajouter des tokens ou pas. Je ne sais pas si ça a été implanté non plus, donc je dis ça comme ça. Toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu veux que je fasse d'autres tests? On va regarder les images. Je vais aller chercher mon paquet. Je reviens, ça sera pas très long. On va aller voir c'est quoi. Je reviens.